Bienvenue à cette conférence de début d'année reprenant les perspectives macroéconomiques de la Banque de Luxembourg Investments, BLI. Charlotte Beaune, je m'occupe du marché belge et je serai votre modérateur pour cette conférence. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat box que vous voyez en bas à droite, que je reprendrai à la fin. Notre invité aujourd'hui est le CIO de BLI, Guy Wagner, également le gérant de notre fonds phare, le BL Global Flexible Euro. Avant de passer la parole à Guy, peut-être un mot sur BLI et son approche de gestion singulière, business like investing, ou en autres mots, c'est investir comme un entrepreneur sur le long terme, dans des entreprises de qualité qu'on achète à un bon prix. Mais c'est également en fait investir dans des entreprises qu'on comprend à 100%. Ce qui est logique car un entrepreneur n'investirait pas dans quelque chose qu'il ne comprend pas. Et ça, en fait, c'est ce qui permet d'offrir de la transparence à nos clients et d'être plus résilient lorsque les marchés baissent car nous évitons en grande partie les mauvaises surprises. Vous trouverez ces caractéristiques de rendement et de risque à travers toute la gamme de fonds de BLI vous pouvez bien évidemment consulter sur notre site web. Enfin, permettez-moi peut-être de finir avec un exemple illustrant mon propos. Fonds phare multi-actif, le BL Global Flexible, qui investit dans 4 poches complémentaires, les actions, les obligations, l'or et le cash. Et en fait, il vous aurait délivré une performance au 15 janvier 2021 de 7,5% annualisé sur 5 ans. Sur 3 ans, on est à 6% annualisé. Et tout ça en amortissant les baisses, telles qu'en 2020, avec une perte au 23 mars de seulement 13,0%, alors que les indices actions étaient aux alentours de moins 30, moins 40%. Donc, sans plus attendre, je passe maintenant la parole à Guy Wagner, l'architecte de cette philosophie d'investissement et notre CIO depuis plus de 15 ans. Oui, bonjour Charlotte et bonjour à tout le monde. J'espère donc qu'on m'entend bien. Et donc la présentation, donc comme toujours, je l'ai divisée en 3 parties. La première partie, c'est de parler un peu de l'environnement économique. La deuxième partie, c'est plus l'environnement pour les marchés financiers en général. Et je vais conclure par quelques mots sur l'allocation du BL Global Flexible. Donc, environnement macroéconomique, bon, l'année dernière, on le sait tous, donc c'était une année très spéciale, avec une très forte chute de l'activité économique au deuxième trimestre, un fort rebond depuis lors. Et une fois n'est pas coutume, en fait, cette fois-ci, on le voit là, c'est en fait les services qui ont souffert plus que l'industrie. Normalement, l'industrie est bien sûr beaucoup plus cyclique et a des variations plus importantes, alors que les services sont relativement stables, puisque même dans des périodes difficiles, on continue d'aller chez le coiffeur ou d'aller au restaurant. Mais cette fois-ci, bien sûr, avec cette fermeture délibérée de l'économie, donc on a quelque part délibérément provoqué une récession et ensuite il y a eu ce rebond au deuxième semestre de l'année dernière. Donc, mais ça, c'est simplement ce qui s'est passé l'année dernière, vous le savez aussi bien que moi. Aujourd'hui, si on regarde un peu ici, de temps en temps, j'utilise des slides pour les États-Unis, mais c'est souvent représentatif pour les autres économies ou autres marchés. Donc ici, pour les États-Unis, donc les dernières estimations, vous les voyez là. Donc en fait, l'idée, c'est en gros qu'on aurait perdu 7 trimestres, donc 1 an et demi, pour retrouver le niveau qui était finalement prévu euh, au début de l'année dernière pour maintenant. Donc plutôt que de l'avoir maintenant, donc on aurait plutôt dans 1 an ou 1 an et demi. Donc ça, c'est au début, en fait, la dernière fois quand j'ai utilisé ce slide, quand j'ai utilisé ces estimations, c'était encore 10 trimestres, donc le marché est devenu un peu plus optimiste. Mais c'est ça en fait l'idée, et c'est simplement l'idée de montrer quand même que les dégâts économiques sont quand même relativement importants. On le voit et on l'a déjà dit, donc il y a eu ce fort rebond au deuxième semestre de l'année dernière. Ce qu'il faut bien sûr noter, c'est que ce rebond est quelque part un peu artificiel et il est basé sur ces énormes mesures de soutien qui ont été mises en place par les autorités. McKinsey s'est amusé à comparer ça un peu avec ce qui avait été fait il y a 12 ans avec la crise financière. Donc ici, vous avez pour chacun des pays ces mesures de stimulation qui ont été mises en place en pourcentage du produit intérieur brut respectif. Le beige brun, c'est en fait ce qui s'était passé en 2008 et le bleu, c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Vous voyez bien sûr que les mesures qui ont été mises en place l'année dernière sont sans rapport
rapport avec celles qui avaient été mises en place il y a 12 ans. Donc vraiment des mesures de stimulation extrêmement importantes. Et effectivement, ce qui est intéressant ensuite là-dedans, c'est qu'on a eu des situations un peu paradoxales. Si vous regardez par exemple ici au niveau des États-Unis, le graphique de gauche, c'est en fait, vous avez le revenu disponible des ménages qui en fait, lorsqu'il y a eu la chute de l'activité, a augmenté, ce qui est peut-être pas, qui paraît très bizarre, puisque à droite, vous voyez aussi que bien sûr, au deuxième trimestre, le chômage a explosé. Mais en fait, c'était parce qu'en fait, la perte de revenus du travail a été plus que compensée par justement les chèques, etc., que les ménages ont reçus. Donc, paradoxalement, on a eu une situation où le revenu disponible des ménages américains a augmenté dans cette phase très difficile pour l'économie. Et depuis lors, c'est à nouveau un peu l'inverse, puisque graduellement, certaines de ces mesures prises par les autorités ont été diminuées ou ont disparu. Et alors, malgré une augmentation des emplois et une diminution du taux de chômage, le revenu disponible baisse à nouveau un peu. Mais à nouveau, tout ça pour montrer que ce rebond de l'activité économique a quand même été relativement, en ce sens, artificiel, puisque justement, il est basé sur l'aide des autorités. Et bien sûr, l'aide des autorités, ça coûte, et ici, à nouveau représentatif pour d'autres pays, bien sûr, l'augmentation du déficit budgétaire aux États-Unis, donc qui a dépassé les 10% du produit intérieur brut, donc des déficits budgétaires énormes. Et bien sûr, qui dit déficit budgétaire énorme, dit augmentation de l'endettement. Et ce tableau-là montre simplement une fois l'augmentation de la dette en général. En 2020, c'est la deuxième colonne, respectivement l'augmentation de la dette par habitant. Et on voit à nouveau que les États-Unis ont le plus fait, puisque là, l'augmentation de la dette par habitant a été la plus importante. Et on va en parler un peu après, la Chine qui cette fois-ci a relativement peu fait. Et donc simplement cette idée de dire qu'on a un problème de surendettement qu'on avait déjà auparavant, ce problème de surendettement est bien sûr devenu encore plus important. Donc ça, c'est un peu la situation. Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant pour l'avenir, pour 2021 et au-delà? Bon, la première chose, c'est de dire que finalement, certaines tendances qu'on avait déjà observées avant la pandémie ont partiellement été renforcées par la pandémie. Et cette tendance, principale tendance, j'ai souvent insisté là-dessus, c'est ce ralentissement structurel de la croissance qu'on observe dans les pays industrialisés, notamment depuis la crise financière. Donc, dans pratiquement tous les pays industrialisés, depuis la crise financière, le taux de croissance est d'au moins 1% plus faible qu'avant. Donc là, par exemple, aux États-Unis, on disait souvent la croissance américaine, bon an, mal an, c'est entre 2,5 et 3%. Bah, depuis la crise, elle est plutôt de 1,5%. Et bien sûr, il y a des facteurs structurels là-dessus. J'ai souvent insisté sur ces facteurs dans mes présentations précédentes, donc je ne vais pas nécessairement revenir là-dessus. En partie, bien sûr, c'est la démographie, donc c'est la diminution de la population active. Donc, on sait tous la croissance, c'est le nombre de personnes qui travaillent fois la productivité de ces personnes. Donc, si le nombre de personnes qui travaillent diminue, on a un potentiel de croissance plus faible. Donc ça, je dirais, ça c'est la démographie et ça c'est indépendamment de la pandémie, mais il y avait d'autres tendances comme le surendettement des économies, comme les inégalités sociales, etc., qui ont aussi contribué à ce ralentissement structurel de la croissance. Et encore une fois, certaines de ces tendances ont été renforcées par le Covid. Ça, c'est le côté, je dirais, structurel. Le côté plus cyclique, c'est bien sûr, bon, déjà, il y a potentiellement un scénario très positif à construire pour cette année-ci. Tout dépend, bien sûr, de l'évolution de la pandémie et de la dissémination des vaccins, etc. Mais le premier élément positif, bien sûr, c'est qu'on a aujourd'hui des taux d'épargne très élevés qui ont forcément dû augmenter l'année dernière puisque on ne pouvait pas vraiment dépenser. Donc aujourd'hui, dans la plupart des pays, le taux d'épargne des ménages est à des niveaux élevés. Ici, c'est un graphique c'est pour les États-Unis, pardon, c'est pour la zone euro, mais c'est la même chose pour les États-Unis, pour la plupart des pays. Et encore une fois, c'est dû au fait que, ben, comme l'économie était partiellement fermée, c'est difficile de dépenser, les gens ne pouvaient pas voyager, etc. Donc l'idée serait de dire alors si vraiment
avec l'avènement du vaccin, si tout se passe bien, les économies peuvent réouvrir. Et bien sûr, à ce moment-là, il y a une certaine demande refoulée, un potentiel de demande qui est relativement important et les ménages qui ont les moyens pour justement dépenser. Donc ça, c'est le premier élément positif. Et le deuxième élément positif, c'est bien sûr les mesures de stimulation, un peu ce qu'on appelle souvent un peu maintenant l'abandon de la rigueur budgétaire et cette tendance que les gouvernements aimeraient maintenant dépenser davantage. On a entendu hier le plan de stimulation de l'administration Biden. Donc tous ces éléments-là, c'est que cette idée de dire qu'effectivement, ajouter donc à ce potentiel de demande venant des ménages, il y aurait effectivement les dépenses publiques qui pourraient fortement augmenter. Mais, et ça reste bien sûr ce qui fait de l'année 2021 une année marquée par de nombreuses incertitudes, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Donc ici, de manière un peu simpliste, c'était de dire, OK, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité que tout se passe bien au niveau du vaccin, plus politique budgétaire très agressive. Bon, bien sûr, ça donnerait une croissance relativement a priori forte cette année-ci, surtout au deuxième semestre. Mais de l'autre côté, bien sûr, si au niveau de la pandémie, on a des surprises désagréables au niveau mutation, etc., alors effectivement, les économies resteront partiellement fermées et on pourrait retomber en récession. Alors, il y a encore deux scénarios intermédiaires, mais toutes ces incertitudes, pour l'instant, il est clair que la pandémie n'est pas encore sous contrôle. Donc, de ce point de vue, c'est difficile de dire, OK, on est absolument bullish sur l'économie puisqu'il y a toujours ces risques-là. Et donc, ça, c'est un peu cette situation un peu paradoxale ou un peu spéciale cette année-ci. Donc ça, c'est un peu au niveau de la croissance. L'autre volet, bien sûr, lorsqu'on parle de l'environnement macroéconomique, c'est l'inflation. Bon, l'inflation, pour l'instant, ici, vous avez juste un graphique sur quelques années. Donc l'inflation, bien sûr, dans les pays de l'OCDE, pour l'instant, reste relativement faible. C'est clair, les banques centrales essayent de stimuler l'inflation. Et donc, pour l'instant, on a des inflations qui restent en deçà des objectifs indiqués par ces banques centrales qui sont généralement de l'ordre de 2%. On dit maintenant aussi souvent 2% en moyenne, ce qui voudrait dire que plus élevé lorsque on a eu des années où elle était moins élevée, mais clairement on est en deçà de ces objectifs. Donc ça, c'est un peu l'inflation à l'heure actuelle, mais maintenant, la question, c'est plus à plus long terme, est-ce qu'on risque d'avoir un problème inflationniste? Est-ce qu'on risque d'aller vers une période beaucoup plus dangereuse, si on veut, au niveau de l'inflation? Et ceux qui le pensent, bien sûr, citent souvent, bien sûr, les politiques monétaires. L'explosion, ici, vous avez la base monétaire aux États-Unis, donc c'est la masse monétaire M0 plus la monnaie en circulation. En 2008, elle avait bien sûr fortement augmenté et elle a encore une fois, même si un peu moins, elle a encore une fois fortement augmenté l'année dernière. Mais cette inflation, jusqu'à présent, finalement après 2008-2009, à l'époque aussi, on avait dit, regardez cette explosion de la base monétaire, l'expansion des bilans des banques centrales, ça va certainement créer de l'inflation et finalement, l'inflation n'est jamais vraiment venue. Mais il faut bien être conscient que cette fois-ci, ce qui est vraiment différent, parce que là, on parle de la base monétaire, mais si on regarde des masses monétaires un peu plus larges, l'explosion de l'année dernière est sans rapport avec ce qu'on a eu en 2008. Ici, vous avez par exemple pour les pays de l'OCDE l'augmentation annuelle de la masse monétaire M3. Et vous voyez que historiquement, il y a une certaine corrélation entre, et c'est logique, entre cette masse monétaire et l'inflation. 2008 aussi, on avait la masse monétaire avait augmenté, mais certainement pas au même rythme que cette fois-ci. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important à noter. En 2008, l'augmentation de la base monétaire, c'était la fête qui, soi-disant, créait de l'argent, mais c'était de l'argent qui est resté au bilan des banques centrales et qui n'est jamais entré dans le circuit économique. Cette fois-ci, ça risque d'être tout à fait différent, surtout effectivement avec, si vous vous rappelez, après 2008, on restait quand même fortement sur cette idée de rigueur budgétaire, etc. Cette fois-ci, cette idée est progressivement abandonnée. Donc c'est vraiment, ça change quand même relativement fondamentalement la donne, pas nécessairement pour 2021, mais à plus long terme, si on se projette sur quelques années, l'environnement en matière d'inflation pourrait complètement changer. Donc encore une fois, juste pour l'illustrer ici, vous avez la masse monétaire M2. Vous voyez donc 2008, donc il y avait une augmentation, mais finalement et ensuite suivie d'une forte baisse à nouveau de cette masse monétaire. Cette fois-ci, donc ce qu'on a vu l'année dernière, il faut bien le noter, c'est vraiment sans précédent.
Et il y avait en fait dans son livre sur les inflations, il y a l'économiste suisse Bernholz qui avait justement noté quelques points critiques en termes de quand est-ce qu'une inflation peut arriver, quand est-ce qu'elle peut même se transformer en inflation galopante. Et il avait notamment cité deux ratios. Donc c'est tout d'abord les déficits budgétaires, le nouveau déficit budgétaire en pourcentage des dépenses de l'État, et c'est aussi l'achat net de titres d'emprunt d'État par la Banque centrale en pourcentage des dépenses de l'État. Vous avez ici ça pour les États-Unis, simplement pour dire que les ratios que souvent Bernholz considérait comme critiques sont maintenant dépassés aux États-Unis, au Japon aussi, dans d'autres pays peut-être un peu moins. Mais donc clairement, et c'est logique aussi, le risque d'inflation est toujours ça, et sera toujours plus grand dans des pays qui contrôlent directement leur monnaie, comme les États-Unis ou le Japon, que dans une zone comme la zone euro, où on ne contrôle pas directement sa monnaie. Là, le risque de déflation est souvent plus important. Mais donc, clairement, tout ça simplement pour dire que il faut être conscient de ces risques-là. On a eu pendant 40 ans maintenant un environnement de désinflation, de recul de l'inflation et ensuite de l'inflation faible, un environnement qui était extrêmement favorable au marché financier. Donc, on pourrait progressivement aller vers un changement de paradigme et vraiment dans un environnement complètement nouveau. Encore une fois, c'est certainement pas une question maintenant pour les 6 mois à venir, mais c'est une question qu'il faut garder à l'esprit. C'est quelque chose que le marché partiellement commence aussi de temps en temps à anticiper un peu plus, ce qui explique des progressions comme celui du cours de l'or ou du Bitcoin, qui sont finalement un peu une réaction à tout ça. L'élément surtout à observer là-dedans, c'est ça, c'est la vélocité de la monnaie. Donc, il y a la masse monétaire, mais il y a aussi le nombre de fois que cette masse monétaire tourne dans l'économie réelle. Donc, il y a cette fameuse équation de Fisher qui disait P fois T, donc P c'est les prix T, les transactions, égale M fois V, donc la masse monétaire fois la vélocité de la monnaie. Et effectivement, généralement, quand le M augmente fortement, on considérait par le passé souvent le V comme assez stable. Donc, lorsque M augmentait fortement, M fois V augmentait fortement, et donc P fois T augmentait souvent via une augmentation de P, donc de l'inflation. Cette fois-ci, et c'était la surprise un peu après la crise d'il y a 12 ans, c'est que la vélocité de la monnaie a complètement chuté et donc effectivement le M fois V n'a jamais vraiment décollé. Donc c'est ça l'indicateur peut-être à observer, c'est ça l'indicateur qui nous indiquera si maintenant les choses vont durablement changer. Et donc si cette vélocité de la monnaie, on a un petit rebond là à la fin, mais si vraiment ça devait s'avérer que ce rebond est durable et va augmenter, alors effectivement, on risque d'avoir un problème en matière d'inflation. Ce n'est pas sûr. Il y a bien sûr aussi les facteurs qui marquent l'inflation dans l'économie réelle, les facteurs comme la technologie, la robotisation, l'intelligence artificielle qui sont plutôt désinflationnistes. On ne sait pas, une fois la réouverture complète de l'économie, qu'est-ce qui se sera passé au niveau de l'offre? Est-ce que des chaînes d'approvisionnement auront été durablement affectées ou pas? Donc tout ça reste des incertitudes, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement important si on regarde, je l'ai dit tout à l'heure, donc si on est conscient du fait que pendant 40 ans, après les années 70 marquées par l'inflation, on avait une inflation en recul et ensuite qui s'est installée à des niveaux très bas, avec bien sûr aussi les conséquences sur les taux d'intérêt, etc. Donc quelque chose qu'il faut garder à l'œil. Simplement, pour clôturer le volet macroéconomique, peut-être encore deux choses. Je parlais de ces politiques ou de l'abandon un peu, si on veut, de l'orthodoxie monétaire depuis longtemps par les banques centrales, mais aussi de plus en plus éventuellement de l'orthodoxie budgétaire avec maintenant la volonté des États de dépenser plus, idéalement directement financé par les banques centrales. Là où cet abandon de l'orthodoxie monétaire et budgétaire n'a pas lieu, c'est en Asie. Donc, ça, si vous regardez par exemple en Chine, la croissance du crédit, et à nouveau, ça contraste ici aussi, mais dans un autre sens, avec la situation d'après la crise financière. Cette fois-ci, la Chine a relativement peu fait, donc il n'y a pas eu une explosion du crédit en Chine, et il n'y a pas eu une explosion de la masse monétaire en Chine non plus. Donc, de ce point de vue, clairement, quelque chose qui est différent et qui sera peut-être intéressant à considérer, puisque justement, orthodoxie monétaire et budgétaire est plutôt bon
pour les devises, pour les emprunts, et il faut se poser si aujourd'hui les véritables valeurs refuges à cet égard ne sont pas plutôt à l'est qu'à l'ouest. Donc tout ça, quelle est la conclusion? Juste en trois phrases. Donc les éléments structurels qui pesaient sur la croissance restent présents, partiellement ont été renforcés par la pandémie, mais de l'autre côté, il y a des facteurs cycliques qui, surtout en 2021, deuxième semestre, voire même en 2022, pourraient prendre le dessus et accélérer la croissance. Encore une fois, c'est pas sûr parce que la pandémie n'est pas encore sous contrôle, donc les incertitudes restent particulièrement élevées. Et effectivement, au niveau de l'inflation, la poursuite de politiques monétaires très expansives et l'abandon progressif de la rigueur budgétaire augmentent le risque inflationniste à moyen et long terme. Donc ça, c'est un peu quelques conclusions au niveau général. Je préférais être beaucoup plus précis, mais encore une fois, c'est une année où il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a cette interaction entre facteurs cycliques et structurels, aussi bien pour le volet croissance que pour le volet inflation, qui rendent justement les perspectives ou les prévisions très difficiles. Et qu'est-ce que tout ça implique pour les marchés financiers? Bon, là, une première chose qui semble aujourd'hui acquise, c'est bien sûr au niveau des politiques monétaires des banques centrales, ça restera, on continuera à avoir des banques centrales extrêmement généreuses. Ici, vous avez les politiques monétaires des principales banques centrales. Le rouge, c'est les États-Unis. Le bleu, c'est les banques centrales des autres pays développés hors États-Unis. Les États-Unis qui, entre fin 2015 et fin 2018, avaient essayé de resserrer leur politique monétaire, avec la chute de la bourse au quatrième trimestre 2018, ont arrêté ce resserrement et depuis lors sont arrivés, ont à nouveau fortement relâché leur politique monétaire et sont revenus à, comme pour les autres régions, à des taux zéro. Et ce qui est, je dirais, quelque chose d'important à noter de l'année dernière, c'est que ces banques centrales ont déjà indiqué qu'elles ne vont pas resserrer leur politique monétaire dans un avenir proche. Les États-Unis, dans une des dernières conférences, Powell avait dit pas avant 2023 ou plus tôt, marché souvent pense même 2025, Lagarde idem pour la zone euro. Donc on peut, pour l'instant, il ne faut jamais dire que tout est certain, mais pour l'instant, on peut quand même supposer que justement les politiques monétaires resteront très expansives et donc les taux d'intérêt, en tout cas ici on parle des taux courts que les banques centrales contrôlent directement, que ces taux resteront à des niveaux très faibles. Même si et les banques centrales ont aussi déjà indiqué que même si l'inflation devait remonter, voire même dépasser leur objectif de 2%, elles vont attendre avant de resserrer leur politique monétaire. Donc ça, a priori, bien sûr, pour les marchés boursiers, quelque chose de très positif. Donc généralement, les marchés boursiers réagissent de manière très négative à une hausse des taux d'intérêt. Cette fois, enfin, on peut ici supposer que cette hausse des taux d'intérêt, qu'aucune hausse des taux d'intérêt des banques centrales n'interviendra en 2021. Mais encore une fois, c'est les taux courts, les taux lents, théoriquement ou traditionnellement, ne sont pas fixés par les banques centrales, ils sont fixés par les marchés financiers. Si les marchés financiers pensent que l'inflation monte, ben, ils vont exiger une prime de risque plus importante sur les obligations et donc une remontée des taux lents. Est-ce que cette fois-ci, toutefois, est-ce que toutefois cette fois-ci, ce sera possible? Bon, déjà, il y a cette situation-ci. Donc, vous avez ici pour le G7 l'augmentation de la dette en pourcentage du PIB, le bleu et l'échelle de gauche. Et bien sûr, de l'autre côté, l'augmentation, si on veut, du coût de la dette, donc le taux à 10 ans, le rouge, l'échelle de droite. Et ce qui justement fait qu'aujourd'hui, ce problème de surendettement n'est pas un problème majeur, c'est que justement, la dette ne coûte pratiquement rien. Et donc l'idée ici, c'est simplement de dire que si on devait vraiment avoir une remontée de l'inflation, je pense que les autorités feraient quand même tout pour empêcher une remontée durable des taux longs. Je sais bien qu'aux États-Unis, les taux longs ont un peu remonté, mais là, on ne peut pas encore parler d'une forte remontée durable. Mais si on devait vraiment avoir, ou si les taux obligataires risqueraient de monter de façon importante, je pense que les autorités réagiront parce que tout simplement, avec le problème de surendettement, on ne peut pas se permettre justement que le coût de la dette augmente de manière trop importante, puisque ça, dans ce cas-ci, ou une grande partie des recettes fiscales serait consacrée au service du coût de la dette, ce qui est a priori pas possible. Et au contraire, les autorités aimeraient encore pouvoir dépenser plus, donc il est d'autant plus important que le coût de la dette reste faible.
Et bien sûr, même si théoriquement le marché peut faire remonter les taux, le fait est quand même que les banques centrales disposent de pas mal de moyens de contrôler les taux longs. Le Japon l'a fait il y a, je pense que c'était en 2016, la Banque du Japon a dit qu'elle voulait contrôler toute la courbe des taux en ancrant le taux à 10 ans à 0%. Et depuis lors, le taux japonais fluctue autour de 0%. Il est même par moments devenu un peu plus négatif. Et donc, effectivement, ça, c'est simplement cette idée de dire que les taux, a priori, les banques centrales, si elles veulent contrôler les taux lents, elles ont quand même les moyens de le faire. Et c'est surtout cette idée de dire que les banques centrales, le cas échéant, s'opposeraient à toute remontée forte et durable des taux lents. Il faut dire aussi, tout n'est pas simplement une question de manipulation des taux par les banques centrales. Le fait est aussi qu'il y a des éléments structurels qui plaident pour des taux plus faibles. Ici, simplement une fois cette corrélation sur la durée entre la croissance nominale et les taux lents. Donc c'est clair qu'avec la chute de la croissance nominale, ben, la baisse des taux lents était logique jusqu'à un certain moment, mais on voit que de plus en plus, à la fin, maintenant, on voit quand même qu'il y a une disconnexion entre les deux. Donc ça, je dirais, ça c'est peut-être le côté manipulation des banques centrales, respectivement pour l'instant aussi le marché qui s'était plutôt installé il y a quelques années dans un scénario de désinflation, déflation, mais qui pourrait revoir ce scénario. Mais tout ça pour dire que si on revient au marché et donc à nous en tant que gestionnaires, donc aujourd'hui vous avez une situation, et encore les taux américains sont un peu plus élevés que partout ailleurs, mais une situation où finalement les obligations, les taux sont très faibles en termes nominaux et sont même négatifs en termes réels. Donc vous avez une classe d'actifs, je parle là des emprunts d'État, je sais qu'il y a des exceptions dans les obligations, mais une classe d'actifs au niveau des emprunts d'État des pays industrialisés qui est devenue extrêmement risquée parce qu'effectivement, le rendement n'a fait que baisser et le risque, donc la duration, tout ça, n'a fait qu'augmenter. Donc vous avez une classe d'actifs qui n'a fait que baisser et comme disait l'autre, plutôt que d'offrir un rendement sans risque, les obligations offrent aujourd'hui plutôt un risque sans rendement. Et donc effectivement, et on le voit aussi dans l'augmentation des emprunts à rendement négatif, donc vous avez une situation un peu paradoxal sur les marchés obligataires, en tout cas en ce qui concerne les emprunts des pays industrialisés. Et donc, en tant que gestionnaire, gestionnaire aussi d'un fonds mixte, bon, a priori, on a essentiellement actions, obligations, liquidités, et donc vous avez les deux classes d'actifs qui s'apparentent à des placements à revenus fixes, les liquidités et les obligations, qui sont fondamentalement très peu attrayantes. Les taux de liquidité, on l'a vu au début, qui ne rapportent rien et qui, effectivement, si on tient compte même de la faible inflation qu'on a à l'heure actuelle, ben, offre des rendements négatifs, et idem pour les emprunts d'État, les emprunts de qualité, où c'est la même chose. Donc par la force des choses, on est un peu obligé à nouveau de regarder du côté des actions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des actions l'année dernière? Donc, tout simplement ici, une fois simplement l'évolution des marchés les principales régions, c'est ce qu'elles ont fait l'année dernière, surperformance, comme on s'y est habitué depuis des années du marché américain, ensuite le marché japonais et l'Europe qui est un peu à la traîne, mais d'une manière générale, des marchés qui, après leur forte chute entre la mi-février et la mi-mars, ont fortement rebondi et effectivement un rebond qui, au vu des dégâts économiques, mais même au vu des dégâts au niveau des bénéfices, où là aussi on risque d'avoir au minimum perdu une année, on peut dire que ce rebond est un peu paradoxal parce qu'effectivement on a aujourd'hui dans la plupart des régions des marchés qui sont plus hauts qu'à la mi-février de l'année dernière, alors qu'entre-temps l'économie et les bénéfices ont quand même souffert. Donc ça fait que de nombreux observateurs commencent à parler de cette déconnexion entre les marchés et les fondamentaux, ou voire même parlent de bulles spéculatives. Donc, ce qui est clair, et à nouveau, je vous montre ici pour les États-Unis, mais ça existe pour d'autres, c'est qu'effectivement, depuis 2 ans, on a des rendements sur le marché qui viennent essentiellement d'une hausse des multiples. Si vous avez le rendement du marché euh, américain sur les 2 dernières années, 45%, alors que les bénéfices ont baissé de 3%. Donc, ça vous montre quand même le re-rating extrêmement important qu'a connu ce marché, mais ça vaut aussi pour d'autres marchés.
Et bien sûr, ce re-rating, pourquoi depuis 2 ans les multiples montent, alors que l'année d'avant, en 2018, si vous vous rappelez, les multiples, le marché avait baissé alors que les bénéfices avaient monté. Donc là, c'était l'inverse, les multiples avaient baissé. Bien sûr, tout ça à nouveau est lié au taux et aux banques centrales. En 2018, le marché craignait une banque centrale beaucoup plus agressive dans le resserrement de sa politique monétaire et les taux l'ont monté. Donc, compression des multiples. Depuis 2019, bien sûr, la Fed a changé de cap. Elle est devenue à nouveau extrêmement généreuse. Les taux l'ont baissé et donc hausse des multiples. Et donc, il faut être conscient que depuis 2 ans, on vit beaucoup sur les marchés boursiers de cette hausse des multiples. À nouveau, je parle bien sûr à chaque fois des marchés en général. Et alors, je ne suis pas nécessairement un grand fan des ratios cours boursiers, mais simplement pour les montrer un peu par rapport à leur moyenne historique, on voit que dans la plupart des régions, on est quand même à des niveaux relativement élevés. L'échelle de gauche, à chaque fois, peut varier parce que ce n'est pas toujours les mêmes échelles, surtout après lorsque je parle du Japon, mais les États-Unis qui sont chers, la zone euro qui n'est pas peut-être aussi chère que lors de la bulle de 2000, mais qui est aussi dans le haut de la fourchette. Japon, c'est un peu différent. À nouveau, à gauche, les multiples sont un peu différents, mais le marché japonais qui est plutôt bon marché par rapport à son histoire et les marchés des pays émergents, quelque part aussi au milieu, voire légèrement chers. Donc ça, c'est simplement la situation aujourd'hui et il faut en être conscient. Les, en absolu, les marchés sont chers. Ici, encore une fois, c'est le ratio cours boursier. Il y a d'autres ratios, que ce soit cours chiffre d'affaires, cours fonds propres, cours bénéfices normalisés. Tous ces ratios indiquent plus ou moins la même chose. Maintenant, donc, je dis bien, on parle ici des valorisations en absolu. Et encore une fois, certains parlent même de bulles. GMO, dans une récente note, Jeremy Grant m'a parlé d'une bulle pour les marchés. Le problème que j'ai un peu avec ça, c'est que en 2000, on était clairement dans une bulle. Une bulle, pour moi, la définition d'une bulle, c'est que lorsque les cours sont sans rapport avec les fondamentaux, ce n'est pas nécessairement le cas cette fois-ci, et c'est ce que le graphique ici montre. Donc, si vous regardez octobre 2000, c'est tout à fait à droite, vous aviez des taux obligataires sur des emprunts de investment grade, le taux était à plus de 8%. Ce qui, sur base de ce modèle, justifiait un pricing earning du marché de 12. Or, le marché se traitait à 23 fois les bénéfices, donc clairement, déconnexion avec les fondamentaux, bulle. En octobre 2010, au milieu, c'était plus le cas. Donc, vous aviez des taux qui avaient baissé. Ils n'étaient plus que de 5,8%. Le marché se traitait à 12,6%, alors que le modèle indiquait qu'en fait, il pourrait être plus cher. Donc, un marché qui n'était pas particulièrement cher, au contraire. Et cette fois-ci, alors que les multiples ont encore monté, on est à 20 fois les bénéfices, entre-temps même un peu plus pour les États-Unis, mais les taux ont encore une fois baissé et donc ça justifierait des taux, pardon, des multiples encore plus élevés. Tout simplement pour dire, je sais aussi que le raisonnement qui est de dire taux bas indique hausse des multiples, il a ses limites et souvent il ne fonctionne pas. Parce que souvent par le passé, les taux bas, les taux étaient très bas lorsque la situation économique était très mauvaise et ça pesait sur les bénéfices des entreprises. Donc c'est qu'on gagnait d'un côté, on perdait de l'autre et donc il n'y avait aucune justification pour payer plus cher pour les actions. Mais cette fois-ci, ce qui rend cette situation depuis quelques années complètement anormale, c'est que les taux artificiellement bas ne reflètent pas une situation économique particulièrement mauvaise. Donc les bénéfices des entreprises n'étaient pas sous pression. Et donc là, les actions, et surtout certaines actions, et c'est typiquement tout ce qui est, on appelle souvent le steel growth, pouvaient profiter à plein de la baisse des taux. Donc ça, c'est simplement pour dire que cette idée de bulle, même s'il y a bien sûr de plus en plus on voit des trucs spéculatifs avec les investisseurs retail, le phénomène Robinhood, voire même le Bitcoin, mais il y a clairement des excès spéculatifs dans certains endroits, mais le fait que le marché aujourd'hui, que les multiples soient plus élevés que leur moyenne historique, quelque part, on peut l'expliquer par le fait justement que les taux sont beaucoup plus bas que leur moyenne historique et que jusqu'à présent, en tout cas, les bénéfices des entreprises n'ont pas souffert.
Mais bon, pour venir à 2021, donc j'ai dit depuis 2 ans, on a une hausse des multiples qui a justement propulsé les marchés vers le haut. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que pour 2021, on peut encore s'attendre à une nouvelle hausse des multiples? Ça me paraît quand même difficile parce que sincèrement, je ne vois pas comment les taux pourraient encore beaucoup baisser. Donc, a priori, de ce point de vue, ou alors on a un problème économique vraiment majeur. Donc, de ce point de vue, rien ne plaide vraiment pour une véritable hausse des multiples. Est-ce que de l'autre côté, les multiples devraient fortement baisser? Ben, c'est généralement le cas lorsque les taux montent. On l'a plutôt exclu tout à l'heure. Donc tout ça, et généralement les choses n'arrivent pas comme on les prévoit, mais tout ça plaiderait pour un marché où les multiples resteraient plus ou moins au niveau actuel, et donc le rendement des actions devrait essentiellement venir des bénéfices. Et simplement pour dire que historiquement, le S&P 500, voilà ce qu'il fait généralement dans des périodes où les multiples, en gros, ne changent pas. En général, historiquement, il a fait plutôt 7%. Lorsque les multiples augmentent, vous l'avez à droite, bien sûr, c'est beaucoup plus, et lorsque les multiples baissent, c'est beaucoup moins. Mais ça, c'est simplement un peu cette idée qu'aujourd'hui, bon, encore une fois, pour peut-être le dire encore une fois différemment, cette idée d'action surévaluée, vous le voyez à nouveau ici, vous avez la prime de risque des États-Unis. Si vous regardez simplement en bas, vous constatez 3,7%, et vous constatez surtout qu'en 2000, cette prime de risque était négative. Donc là, à nouveau, bulle. Là, ici, les 3,7% sur le long terme, c'est plus ou moins à ça que ressemble la prime de risque du marché américain. C'est peut-être, si vous regardez uniquement la période depuis 2015, on est peut-être un peu en bas de la fourchette, mais fondamentalement, on ne peut pas parler de bulle, alors qu'en 2000, c'était clairement une bulle. Et pour les actions de la zone euro, c'est encore beaucoup plus marqué, puisque là, la prime de risque est plus élevée, mais à nouveau, en 2000, on avait une prime de risque négative, donc à nouveau bulle. Donc, à nouveau, toujours cette idée de dire il y a les actions, les valorisations en absolu, il y a les valorisations en relatif. Maintenant, les valorisations en absolu, ce qui est quand même important, c'est qu'elles déterminent le rendement sur le long terme. Et donc, effectivement, je dirais, aujourd'hui, de par les politiques monétaires qui ont été menées, ben, tous les rendements sur chacune des classes d'actifs se sont déplacés vers le bas. Donc, vous avez ici le graphique classique, donc l'axe horizontal, le risque, plus que vous allez à droite, plus vous prenez de risques, mais plus a priori aussi, vous devriez être compensé pour cette prise de risque par un rendement plus élevé. Et le rendement, c'est l'axe vertical. Mais effectivement, où là, on partait peut-être d'un risque, d'un taux sans risque autour de 3, et donc ensuite les différentes primes de risque s'ajoutaient. Bah, aujourd'hui, on part d'un taux de risque essentiellement de 0, et donc même si des primes de risque comparables à la moyenne historique s'ajoutent, bah, le rendement, bien sûr, deviendra beaucoup plus faible, mais ça ne vaut pas uniquement pour les actions, ça vaut pour toutes les classes d'actifs. Et donc ça, c'est clairement quelque chose, à nouveau, ce n'est pas nécessairement 2021, mais c'est clairement, si on parle de la décennie, par exemple des années 20, il faut s'attendre à des rendements faibles sur toutes les classes d'actifs. Et pour les actions, donc, ben, ces graphiques à nouveau montrent cette interaction. Donc, simplement, comme il était un peu compliqué, le rouge, c'est le rendement obtenu sur les 10 dernières années. Le bleu, et donc ça c'est l'échelle de gauche, le bleu, l'échelle de droite, mais elle est inversée, c'est la valorisation du marché 10 années en avance. Donc, par exemple, si vous regardez la 2020, vous avez un rendement autour de 16%. Donc, la ligne rouge, l'échelle de gauche. Si vous regardez le bleu, au même moment, vous avez un price earning. Là, ici, c'est sur base des bénéfices normalisés, échelle de droite de 12. Donc, on est plutôt bon marché. Et donc, lorsqu'on est plutôt bon marché, donc le bleu est élevé et le rendement dans les années suivantes est élevé. Si vous regardez 2010, en 2010, sur la période 2000 à 2010, vous aviez un rendement négatif parce qu'en 2000, les actions étaient très chères. Et tout ça, simplement pour dire qu'il y a une logique, et c'est le prix détermine les rendements, et donc plus vous payez des prix élevés, plus vous devez baisser vos attentes de rendement. Et cette fois-ci, sur base en tout cas de ces critères, ben, la valorisation est très élevée. Et à nouveau, tout ça, pour moi, me conduit à dire que tout cet engouement qu'on peut observer un peu pour la gestion passive, elle ne fait vraiment aucun sens. Parce que là, à chaque fois, tout ce que j'ai dit maintenant, on parle des marchés en général, on parle des indices. Et donc, effectivement, je pense que le potentiel de rendement pour les indices est relativement faible. Et donc, je pense qu'une gestion passive peut faire du sens lorsque le marché est très bon marché
On se dit pourquoi je me tracasserais à chercher des actions individuelles. Le marché de toute façon va monter, alors on peut effectivement, euh, pourquoi pas, faire de la gestion passive, mais ici on est fondamentalement surtout, certainement pas dans ce genre d'environnement, il faut une gestion active. Et il faut être prêt à s'écarter des indices avec tous les risques que ça peut comporter à court terme. Donc, où est-ce qu'elles sont peut-être quelques pistes au niveau de la gestion active? Bien sûr, une piste dont beaucoup parlent, c'est la fameuse opposition de style, growth value, avec bien sûr le style value qui a tellement sous-performé ces dernières années. Ici, j'ai pris simplement les indices MSCI World Growth et MSCI World Value. Vous voyez la performance relative et vous voyez, et encore une fois, si on remontait encore plus long, ce serait peut-être encore plus dramatique, mais bien sûr, le growth a fortement surperformé le value sur les dernières années. Il y a une société américaine qui s'appelle Cornerstone qui a pris un graphique pour le marché américain encore plus lent qui montre simplement que oui, mais auparavant, on avait plus de 60 années de surperformance du value et que justement la surperformance du growth n'a pas encore été tellement enfin, la période ne dure pas encore tellement longtemps. Mais c'est clair, à nouveau, l'année dernière a été une excellente année à nouveau pour les valeurs de croissance, nonobstant la rotation sectorielle qu'on a pu voir ou commencer à voir à partir de novembre, qui était un peu plus vers le value. À nouveau, moi déjà, je n'aime pas ces définitions gross value. Value, généralement, c'est que finalement, ce qu'on met là-dedans, c'est souvent des entreprises qui ont des difficultés dans des secteurs en déclin. Donc, à nouveau, ce n'est pas tellement intéressant pour nous, Charlotte parlait du business-like investing, de prendre des prises de participation à long terme sur ce genre d'entreprise. Donc, ça, c'est une première constatation. Une deuxième constatation, c'est que le value, souvent, en gros, c'est trois catégories. C'est les banques, c'est les sociétés de matières premières et c'est les sociétés industrielles, etc., très cycliques. Bon, sur la troisième catégorie, c'est clairement une catégorie qui entre dans notre univers d'investissement. Les banques et les sociétés de matières premières, typiquement, on n'a pas tendance à investir là-dedans. Donc pour nous, de toute façon, cette question se pose beaucoup moins parce que déjà, c'est inhérent à notre méthodologie. Je dirais, pour les banques, je vois de toute façon pas vraiment comment on peut dire effectivement elles semblent bon marché par rapport aux fonds propres, etc. Mais alors, que valent ces fonds propres? Mais surtout, généralement, les banques ont besoin d'une courbe des taux plus raide pour profiter, pour augmenter leur marge d'intérêt. Les banques aussi, aujourd'hui, souffrent d'une réglementation excessive, donc difficile de voir ce secteur durablement remonter. Le secteur de l'énergie, c'est un peu différent. Je dois dire, l'énergie, il y a un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui me font dire que l'énergie est peut-être un secteur potentiellement intéressant, peut-être, et on va voir si dans ce secteur, il y a des valeurs qui peuvent répondre à nos critères à travers lesquels on pourrait éventuellement profiter justement d'un rebond de ce secteur à voir. Et comme je disais, le troisième secteur, donc les valeurs industrielles cycliques ou les consommations très cycliques, bien sûr qu'on pourrait théoriquement les avoir. Mais encore une fois, il faut bien être conscient que c'est clairement les sociétés dans un environnement, l'environnement des dernières années qui était marqué par une croissance relativement modérée au niveau économique. C'est clair que dans ce genre d'environnement, les sociétés qui pouvaient montrer des perspectives de croissance beaucoup plus favorables, à commencer bien sûr par la technologie, ce sont elles qui ont surtout profité de cet environnement de taux faibles. Et pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'environnement change de manière dramatique pour que tout ça soit fini. Il y aura, par définition, il y aura toujours des phases où le style value va surperformer, mais encore une fois, je ne pense pas nécessairement que pour beaucoup d'entreprises dans ce secteur, ce sera une surperformance qui va durer. L'autre piste, bien sûr, c'est au niveau régional, c'est de dire, OK, mais regardez, les États-Unis ont tellement surperformé, donc est-ce qu'il ne faudrait pas délasser ce marché pour aller vers les autres marchés? Ici, vous avez la surperformance du marché américain par rapport aux autres marchés, donc MSCI Country hors États-Unis. Donc la surperformance, bien sûr, massive depuis la crise financière. À nouveau, le problème avec ça, c'est que cette surperformance est basée essentiellement, on le sait tous, sur six valeurs, les fameux six valeurs Facebook, Apple, Alphabet, Amazon, Netflix et Microsoft. Si vous excluez ces six valeurs du S&P et vous prenez le S&P 494, donc sans ces six valeurs, la surperformance par rapport aux autres marchés n'est pas tellement dramatique. Donc, clairement, le marché américain
ce qu'on peut dire, ce qui a surperformé, c'est la technologie. Donc, ça revient essentiellement, finalement, à un call sur la technologie plutôt que sur le marché en général. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important lorsqu'on entend de temps en temps ces considérations top-down qui disent le marché américain est cher, mais l'Europe est bon marché. C'est pour beaucoup dû à la composition des indices. Ce qui est cher, si on veut, aux États-Unis, c'est la technologie, mais d'un autre côté, elle profite aussi de tendances séculaires favorables. Ce qui est bon marché en Europe, c'est les valeurs bancaires, ou semble en tout cas bon marché, les valeurs bancaires, pétrolières, etc. Mais elles ont aussi souvent des problèmes. Les bonnes sociétés européennes sont aussi chères que les bonnes sociétés américaines. Donc ça, ce genre donc, de considération un peu simpliste top-down ne me semble pas nécessairement adapté. Mais c'est clair qu'il y a eu, donc je le disais tout à l'heure, il y a eu cette hausse des multiples du marché américain, et donc effectivement, elle a lieu essentiellement dans le secteur de la technologie. Si vous regardez par exemple une valeur comme Apple, la valeur s'est traitée à 35 environ fin 2018. Si elle n'y avait pas eu d'augmentation du multiple, elle serait à 47 aujourd'hui, si elle n'avait fait que refléter l'augmentation des bénéfices. Or, elle était récemment à 133, donc vous voyez quand même que l'augmentation des multiples pour ce genre de valeur, et ça vaut pour les autres aussi, a été extrêmement élevée. Si on doit faire des considérations régionales, je dirais un peu, pourquoi pas regarder un peu plus vers l'Est et donc vers les pays émergents. Donc, si vous avez un graphique qui montre que l'histoire est faite de périodes de sur- et sous-performance des marchés émergents par rapport aux marchés industrialisés, et là, on traverse une relativement longue période de sous-performance qui s'est un peu, a commencé à se retourner donc, dans le deuxième semestre de l'année dernière, donc à voir si ça c'est durable. Donc là, typiquement, on pourrait dire, tiens, les marchés émergents sont intéressants. Il faut quand même aussi être conscient à nouveau composition des indices. Ces périodes ou cette sous-performance des marchés émergents, c'était aussi partiellement dû à la sous-performance des bénéfices des entreprises de la région. Donc le rouge, ici, c'est en relatif l'évolution des bénéfices par action. Et donc, effectivement, on voit aussi que la sur- ou sous-performance, même si elle exagère certaines tendances, elle est quand même quelque part, elle s'explique quelque part par les pays, par l'évolution des bénéfices. Mais à nouveau, un peu cette idée de dire, il faudrait peut-être regarder un peu plus après après cette longue période de sous-performance vers l'Est. Et si on dit vers l'Est, il y a un autre marché qui vient à l'esprit dont on a souvent parlé. On a souvent du mal à enthousiasmer les clients pour ça, mais c'est le marché japonais donc qui a plus ou moins retrouvé son niveau d'il y a 40 ans, 30 ans, pardon, lorsqu'à nouveau le marché était dans une bulle. Ensuite, il a beaucoup souffert. Ici, il est exprimé en dollars. En yen, ce n'est pas encore le cas. Il a beaucoup souffert après l'éclatement de la bulle, mais ces dernières années, c'est un marché qui ne semble pas vraiment stimuler beaucoup de gestionnaires à l'ouest, mais qui est un marché qui fait sa route et qui performe très très bien. Et encore une fois, ici, c'est le Nikkei 225. Si au Japon, vous excluez les banques, ben, vous avez un marché qui est beaucoup plus haut qu'à l'époque. Et c'est un marché qui est assez fortement représenté aussi depuis un certain moment dans le Global Flexible. C'est un marché où on pense que toujours il reste intéressant. Il y a un élément aussi fondamental qui plaide pour ce marché, c'est l'augmentation de la rentabilité des entreprises. C'était toujours le problème du Japon dans les années 90-2000, c'était que le rendement sur fonds propres, etc., pour les entreprises était relativement faible. Le concept de shareholder value n'existait pas vraiment. C'est en train de changer et donc il n'y a plus vraiment de raison pour que ce marché se traite à une décote, et le marché aussi offre une bonne combinaison entre des valeurs de croissance structurelle que les Shimano, etc., et de l'autre côté des valeurs plus cycliques mais de très grande qualité. Encore une fois, c'est un marché qui reste relativement fortement pondéré dans le flexible. Donc, finalement, une dernière peut-être constatation à nouveau en rapport avec le flexible, mais aussi en rapport avec le marché. Je disais tout à l'heure que les placements à revenus fixes deviennent quand même de moins en moins intéressants. Donc, en tant que gestionnaire d'un fonds mixte, même s'il est flexible, souvent par le passé, on pouvait dire, OK, on fait du 50-50, 60-40. Donc entre la répartition entre actions et obligations, les obligations rapportaient peut-être du 3 à 4%, les actions un peu plus, et on faisait un rendement correct. Maintenant, si on fait ça, on sait que la partie consacrée aux obligations, en tout cas si on se limite aux emprunts d'État, ne rapporte quasiment rien.
elle peut de temps en temps offrir une certaine stabilité, mais elle n'apporte quasiment plus rien. Et donc, pour le flexible, et je pense que c'est quelque chose auquel de plus en plus d'investisseurs institutionnels devront penser, c'est que ces 50% obligations, on a plutôt aujourd'hui de dire notre fonds, c'est plutôt alors 50, 20, 15, 15. Ce que je veux dire par là, c'est 50% actions, 20% actions aussi, mais c'est plutôt des actions dans des secteurs défensifs offrant des dividendes intéressants, des dividendes en croissance, et je pense en premier lieu, bien sûr, au secteur de la consommation de base, offrant aussi encore, bien sûr, un potentiel de croissance. Donc, c'est clairement des actions, mais c'est des actions que j'aurais de tous, en tout cas que moi, dans mon fonds, je considère de plus en plus comme des alternatives aux emprunts d'État. Je sais que c'est des actions, donc il y a un volet volatilité qui est peut-être plus important qu'au niveau obligataire, mais je pense que ça fait beaucoup de sens. Et les 15-15, bien sûr, c'est emprunt d'État et or. Et euh, je vais y revenir par après. Mais donc, c'est cette idée-là, et c'est cette idée de dire, pour l'illustrer par trois exemples tout simples, c'est si vous avez le choix entre l'emprunt d'État français à 10 ans et Nestlé, bon, vous avez le rendement déjà qui est différent, le rendement du dividende de Nestlé qui est beaucoup plus intéressant, mais qui en plus a un potentiel de croissance que le taux, le coupon qui est sur l'emprunt d'État français n'a pas. L'endettement de Nestlé est plus favorable que celui de la France, les fondamentaux sont meilleurs, il y a beaucoup plus de diversification. Donc, à nouveau, je sais que c'est des actions, on compare ici des actions avec des obligations, mais encore une fois, je pense que ça fait beaucoup de sens, juste pour l'illustrer davantage. Ici, vous avez Unilever par rapport à l'Italie ou Reckitt par rapport à l'Espagne. C'est toujours ce même principe. Et l'autre volet, bien sûr, qui justement fait que par rapport à ça, je suis relativement à l'aise, c'est que le secteur de la consommation de base, aujourd'hui, contrairement peut-être au marché dans sa généralité, n'est pas particulièrement cher. Ici, vous avez la performance relative par rapport au reste du marché. Donc, on est pratiquement un plus bas sur 12 ans. Encore récemment, avec la petite remontée des taux longs aux États-Unis, généralement, remontée des taux longs fait à court terme une sous-performance du secteur de la consommation de base. Donc, de ce point de vue, on n'achète pas nécessairement ces valeurs à des multiples absurdes. Il y a des multiples qui se justifient tout à fait dans le contexte actuel. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui, à mon avis, et ça amènera peut-être d'autres investisseurs institutionnels, parce que généralement, ces investisseurs institutionnels, je parle vraiment là de fondations ou de fonds de pension, ils ont quand même un besoin de revenus récurrents. Ces revenus récurrents, ils les trouvent de moins en moins au niveau obligataire et donc ils sont forcés à chercher des alternatives. Et plutôt que d'acheter des emprunts de plus en plus risqués, je pense ça fait beaucoup de sens d'aller plutôt vers des actions d'entreprises de très grande qualité. Pour clôturer peut-être le volet sur les marchés financiers, hein, quelques mots sur les devises. Donc aujourd'hui, ici vous avez l'indice Trade Rate du dollar américain, donc qui illustre la dépréciation du dollar observée depuis quelque temps. Aujourd'hui, le sentiment sur le dollar semble être relativement négatif. Euh, je dirais, ce qui est toujours de toute façon intéressant pour le marché des devises, c'est que à tout moment, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, mais le marché a tendance à se focaliser sur un point. Je me rappelle, il y a des années, tous les vendredis, tout le monde, le premier vendredi du mois, on attendait le déficit commercial américain et ce déficit ensuite influençait la tendance du dollar pour les 4 semaines à venir. Aujourd'hui, ça semble plutôt être la réserve fédérale américaine qui est quand même qui est devenue plus agressive que les autres banques centrales. Il y a le volet fiscal, budgétaire qui est plus agressif aux États-Unis que dans les autres pays. Et donc, cette idée de dire que tout ça va peser sur le dollar, mais force est quand même de constater que la plupart des monnaies des principaux pays industrialisés se trouvent dans le même bateau. On a généralement un problème de surendettement un peu partout. On a des politiques de taux zéro un peu partout. Il n'y a aucune banque centrale qui ne semble avoir un plan crédible pour sortir de cette situation et un jour de revenir à une certaine normalisation de ces politiques monétaires. Il y a cette tendance vers une augmentation des déficits budgétaires un peu partout. Donc, et il y a surtout le fait aussi qu'aucun de ces pays n'est intéressé par une appréciation trop forte de sa monnaie parce que ça pèsera sur sa croissance et sa compétitivité. Donc tout ça m'amène à dire qu'il faut quand même peut-être limiter son pessimisme sur le dollar.
Au niveau de la valorisation des monnaies, c'est extrêmement difficile, mais il y a de temps en temps ces valorisations basées sur la théorie de la parité des pouvoirs d'achat. Donc ici, vous avez un exemple de ça fait par la Banque internationale, la BIS. Donc vous avez sur base de ça le dollar par rapport à l'euro qui resterait encore légèrement surévalué, et de l'autre côté les yens et la livre sterling qui sont sous-évalués. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça c'est un peu cette idée entre les monnaies et cette tendance aujourd'hui un peu baissière sur le dollar. Vous savez que dans le flexible, de toute façon, généralement structurellement, il y a une partie des dollars qui sont couverts. Mais comme je disais au début, dans la partie économique, peut-être la véritable solution au niveau des devises, c'est peut-être d'aller plus vers des devises où justement qui font preuve de plus, où les pays font preuve de plus d'orthodoxie monétaire et budgétaire, et donc à commencer par la Chine. Et vous avez donc le renminbi, effectivement, qui est en train de s'apprécier pour voir jusqu'où les autorités chinoises tolèrent cette appréciation. Mais là, cette appréciation fait quand même du sens. C'est peut-être là que de plus en plus se trouvent les monnaies refuges, contrairement à ce qui s'est passé par le passé. L'or, donc, vous le savez que depuis alors que pendant des années, on avait dit on a de l'or dans le portefeuille pour des raisons de diversification, de couverture, mais il n'y a pas pour l'instant une tendance très claire sur le cours de l'or. Depuis un peu plus d'un an, on avait dit, on a changé, on a dit maintenant il y a une tendance claire sur le cours de l'or et elle est à la hausse. On est toujours de cet avis, même s'il y a bien sûr, et c'est logique, pas avec l'or, des corrections intermédiaires, mais l'idée de dire la tendance sur l'or est maintenant fondamentalement haussière était basée sur l'évolution des taux réels. Il y a une corrélation assez étroite entre l'or et les taux réels. Plus les taux réels baissent, plus l'or monte. Donc ici, les taux réels, c'est l'échelle de droite, elle est inversée. Donc des taux réels négatifs, de plus en plus négatifs, devraient contribuer à maintenir cette tendance favorable pour le cours de l'or. Donc on reste optimiste sur l'or, sachant aussi que ce marché reste un marché très petit. Donc, si à un moment donné, on devait avoir un engouement plus important pour l'or, bien sûr que ben, le fait l'offre l'or est limitée, donc ça se traduirait sur les prix. Mais ce que je dis aussi souvent, c'est que l'or, on attribue souvent trois fonctions à une monnaie, unité de compte, monnaie d'échange et réserve de valeur. L'or est avant tout une réserve de valeur. Les prix des marchandises ne sont pas exprimés en or et généralement lorsqu'on achète, on ne paye pas avec l'or. Donc la fonction principale, c'est cette idée de réserve de valeur et je pense que cette notion et cette fonction, l'or la, la, la remplit relativement bien. Si vous regardez, par exemple, sur les 30 dernières années, l'inflation moyenne aux États-Unis a été de 3,1% et l'or, la hausse de l'or était en moyenne de 3,7%. Donc, effectivement, l'or a fait plus que compenser l'augmentation du coût de la vie. Ou dit différemment, le dollar, depuis sur les 30 dernières années, s'est déprécié, exprimé en euros, le dollar, pardon, exprimé en or, a perdu plus ou moins 80% de sa valeur. Ça paraît énorme, c'est la même chose pour l'euro depuis qu'il a été introduit. Donc l'euro exprimé en or, généralement on fait l'inverse, on exprime l'or en euros. Ici justement j'ai voulu un peu faire l'inverse. Donc l'euro qui depuis son introduction a déjà perdu plus de trois quarts de sa valeur par rapport à l'or. Donc, encore une fois, ça c'est pour moi la principale idée pour l'or dans un contexte où justement le problème inflationniste à moyen terme pourrait ressurgir, c'est cette idée de réserve de valeur avant tout. Bien sûr, l'or et les entreprises orifères peuvent aussi jouer un rôle de couverture contre le risque action. Ce n'est pas toujours le cas, de temps en temps elles sont fortement corrélées au marché boursier, de temps en temps elles sont fortement décorrélées au marché boursier. Mais c'est cette idée aujourd'hui que dans cet environnement actuel, l'or fait du sens dans un portefeuille diversifié. La façon dont moi j'ai préféré le faire dans le fond, c'est via les entreprises orifères. J'ai souvent dit, et vous voyez là, elles amplifient les mouvements de l'or. Bien sûr, c'est à la hausse, mais c'est malheureusement aussi à la baisse. Mais si on est d'accord sur l'idée que la tendance haussière, tendance fondamentale sur l'or est haussière, ben justement, j'aime bien avoir cet effet de levier et je l'ai dans le portefeuille, même si ça introduit bien sûr un plus en termes de volatilité aussi.
Il faut noter aussi que depuis le plus haut de l'or jusqu'à récemment, donc lorsqu'en août de l'année dernière, on avait enfin dépassé les 2000, mais avant le plus haut, c'était en septembre 2011. Ensuite, il y avait une longue période entre guillemets, de baisse du cours de l'or et effectivement, les entreprises aurifères, les producteurs avaient énormément souffert et restent encore aujourd'hui, contrairement à l'or, en dessous de leur niveau d'il y a 10 ans. Donc, la valorisation de ces entreprises aujourd'hui est souvent intéressante. C'est un secteur difficile parce que par le passé, il a plus détruit de la valeur que créé de la valeur. Donc, il faut être extrêmement sélectif. Aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup d'entreprises ont appris de leurs erreurs du passé. Donc, il y a beaucoup plus de discipline en matière d'allocation du capital. Et il faut dire que même si, bien sûr, lorsque l'or maintenant a rebaissé de 2000 au niveau actuel, autour de 1830, bien sûr, ça a un impact négatif à court terme sur les entreprises aurifères, mais même, par exemple, à un cours de l'ordre de 1500, c'est des sociétés, certaines sociétés qui génèrent un free cash flow absolument fantastique. Donc, ce n'est pas comme si ces entreprises avaient besoin que l'or continue et continue et continue à monter. S'il se maintient à des niveaux relativement élevés, pour ces sociétés, c'est tout bénéfice et souvent, on le voit à travers l'augmentation des dividendes, etc., qui sont souvent maintenant annoncés dans ce secteur. Mais bien sûr, la volatilité sur ces entreprises est relativement importante. Et lorsqu'on parle de volatilité, juste peut-être un mot sur l'or digital, qui est donc le Bitcoin. Donc, vous l'avez tous vu, la hausse l'année dernière a été impressionnante, d'un peu plus de 7000 à plus de 30 000, et une hausse qui a duré encore en janvier partiellement. Donc, clairement, bon, c'est un peu partiellement les mêmes raisons que pour l'or. C'est un peu une certaine méfiance par rapport à l'argent papier. C'est un peu cette idée de dire que pour être une réserve de valeur, une monnaie, l'offre d'une monnaie ne peut pas être simplement artificiellement augmentée tout le temps par des banques centrales. Et donc, cette offre doit être limitée. Pour l'or, c'est quelque part, elle est limitée par la production, le potentiel de production. Pour le Bitcoin, par le fait qu'on a décidé qu'à un moment donné, il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin. Donc ça, clairement, pourquoi cette accélération? L'année dernière, c'est aussi entre autres parce que maintenant, Fidelity l'a accepté comme collatéral pour certains prêts. De plus en plus, il y a maintenant des arrangements là-dessus et il y a de plus en plus des investisseurs institutionnels qui considèrent le Bitcoin comme une classe d'actifs alternative qui aurait sa place dans leur portefeuille, ne serait-ce que pour des raisons de diversification. Encore une fois, jusqu'à présent, je n'ai pas assez de confiance là-dessus pour aller dans cette direction, mais simplement, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut plus simplement exclure en disant c'est que de la spéculation. Bien sûr, avec la volatilité qu'il y a à l'heure actuelle, il y a énormément de spéculation, mais il y a d'autres éléments quand même qu'il faut peut-être continuer à creuser. Tout ça pour dire dans mon résumé, donc les multiples des actions aujourd'hui sont élevés en absolu, je l'ai dit, ce qui réduit, et ça c'est pour moi, souvent on entend cette phrase, les multiples des actions sont élevés, donc il faut sortir des actions. Pour moi, c'est plutôt les multiples des actions sont élevés, donc il faut revoir à la baisse ses attentes de rendement. Ce n'est pas nécessairement la même chose. La valorisation des actions reste cependant attrayante par rapport aux obligations. Donc, clairement, si vous sortez des actions aujourd'hui en tant que gestionnaire, ben, a priori, c'est parce que vous vous attendez à une chute majeure des bourses, parce que les alternatives ne vous rapportent rien. Et il faut une chute majeure des bourses, parce qu'on sait tous, on ne va pas sortir au meilleur moment, on ne va pas rentrer au meilleur moment, il y a les frais de transaction, donc il faut vraiment une chute très importante. C'est quelque chose que, pourquoi pas, mais il faut en être conscient. Pour cette année-ci, on pourrait dire potentiellement il y a un scénario très positif. Si on devait vraiment avoir succès du vaccin, reprise économique, rebond des bénéfices d'un côté, et de l'autre côté des banques centrales qui restent très généreuses et des taux négatifs de l'autre, on pourrait difficilement trouver un environnement beaucoup plus favorable pour les actions. Mais il ne faudrait pas sous-estimer les risques potentiels. Il y a la pandémie, donc le volet gauche de la phrase précédente, reprise économique plus rebond des bénéfices, il n'est pas certain que ça arrivera. Il y a pour l'instant une certaine remontée des taux longs. Je disais tout à l'heure que je pense que les autorités ne toléreraient pas une remontée trop importante, mais dans un premier temps, une éventuelle remontée des taux longs peut quand même faire du mal.
Il se pourrait, pour l'instant ce n'est pas notre scénario de travail, mais il pourrait qu'à un moment donné les banques centrales changent quand même d'attitude, tout comme la banque américaine sous Powell l'a fait entre 2018 et 2019, et comme disent à un moment donné, non, on va quand même resserrer plus rapidement. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement c'est à quoi on s'attend, mais nouveau, si on énumère les risques potentiels, il faut bien sûr y penser. Et il y a toujours, comme toujours, le côté géopolitique. De toute façon, l'année dernière nous a donné une belle leçon à- quant à ça. Je dirais en janvier de l'année dernière, pratiquement personne dans les risques n'avait nécessairement une pandémie mondiale. Et finalement, c'est ça qui était le principal événement sur le marché l'année dernière. Au niveau donc des actions, comme je l'ai essayé de le montrer tout à l'heure, pour moi, il y a certains secteurs défensifs, à commencer par la consommation de base, éventuellement dans certains secteurs de la santé, qui peuvent servir comme alternative aux obligations. Il y a un peu cette idée du go east, donc que ce soit au niveau des devises, voire même des emprunts d'État, voire même des actions, et il y a l'or comme réserve de valeur. Donc ça, c'est un peu les quelques idées que je voulais mettre en avant. Pour clôturer donc la partie allocation d'actifs pour le BL Global Flexible, donc on avait toujours dit, donc, bon, il y a tout d'abord un peu ces cadrans-là qui, au niveau de la pondération action, sont importants. Donc, où est-ce qu'on se situe au niveau économique? Donc, il y a quatre scénarios. Si on limite le volet économique au volet croissance-inflation, il y a quatre scénarios possibles. Un, croissance négative, inflation élevée, c'est un scénario très négatif pour les actions. Croissance négative, donc deux, croissance négative, inflation maîtrisée, c'est toujours pas bon pour les actions, peut-être un peu moins négatif que la 1. Ensuite, 3, croissance positive, inflation élevée, plus intéressant pour les actions. Et 4, croissance positive, inflation maîtrisée, plutôt le scénario des 10 dernières années, ça plaide pour les actions. On pense toujours qu'il y en ait quelque part dans le 4 ou entre le 3 et le 4, donc ce qui explique toujours que pour le fonds, il y a ce biais action, donc où je me vois pour l'instant en tout cas pas vraiment descendre en dessous des 40% actions, alors que théoriquement je peux bien sûr jouer de cette flexibilité. Et de l'autre côté, bien sûr, les obligations de par la situation sur les taux, où je dis que, comme je le disais tout à l'heure, leur attrait est très limité. Les emprunts d'État de qualité, de temps en temps, et l'année dernière c'était à nouveau le cas, dans des phases difficiles pour les actions, peuvent contribuer à protéger le portefeuille, c'est pour ça que j'en ai. Mais je n'en ai pas beaucoup. Mais j'aime avoir cet effet de levier. Donc, généralement, j'ai des emprunts d'État à duration très élevée. Et pour l'instant, c'est essentiellement des emprunts d'État américains. L'or, à nouveau, même principe. Donc, je ne veux pas avoir trop d'or parce que le cours de l'or est quand même volatile, euh, impossible à valoriser. Donc, pas une pondération trop importante. Mais j'aimerais qu'à des moments où j'ai besoin de l'or pour me protéger, que je puisse un peu, en tout cas, que l'or puisse faire la différence. Donc, j'aime cet effet de levier. Et cette fois-ci, c'est l'effet de levier que j'ai à travers les entreprises orifères. Et ensuite, bien sûr, les liquidités qui sont un peu la résultante de tout ça. Aujourd'hui, l'allocation, vous l'avez ici, donc j'avais démarré l'année avec plus ou moins 77% en actions, donc on a maintenant réduit un peu les actions. Les obligations l'année dernière, en mars, j'avais tout vendu puisque justement le taux à 30 ans américain était passé sous les 1%, donc il avait vraiment joué son rôle, la partie obligataire de, de- de- de soutien dans la phase difficile pour les actions, mais en passant sous les 1%, je vois vraiment plus d'intérêt. Depuis lors, le taux est un peu, le rendement, le taux à 10 ans est un peu, et 30 ans a un peu remonté, donc je racheté un peu, et c'est surtout des obligations indexées sur l'inflation maintenant. Les entreprises aurifères, encore corriger l'erreur, mais les entreprises aurifères, donc généralement entre 5 et 15, mais comme depuis un an, un peu plus d'un an, je dis que l'or est dans une tendance fondamentalement haussière, je ne vais en priori pas redescendre dans le bas de la fourchette, donc je suis plutôt entre 10 et 15, donc pour l'instant plus ou moins à 12,5, et donc les liquidités qui à nouveau sont la résultante de tout ça. Donc ça, c'est un peu l'allocation à l'heure actuelle. Donc au niveau, de toute façon, au niveau des actions, toujours les mêmes idées. Euh, Bien sûr, les secteurs, de par notre méthodologie, on a un biais pour un certain nombre de secteurs qui sont bon, la consommation de base, mais déjà pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, qui sont la santé, qui sont la consommation cyclique, l'industrie et la technologie. Donc on est plutôt dans ces secteurs-là. Donc effectivement, les secteurs
typiquement associés au style value sont, je dirais, structurellement sous-représentés dans nos fonds. Voilà, je vais terminer là. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir écouté Oui, cet exposé. Guy, il y a une première question de Monsieur Grabeau. Quand seriez-vous prêt à couvrir à nouveau le risque action? Quels indicateurs ou événements allez-vous tenir en considération pour éventuellement agir? Oui, c'est une bonne question, mais je pense que je ne suis pas vraiment dans un état d'esprit où j'aimerais à nouveau couvrir le risque action via des futurs. Parce que, vous savez, quand je vends des futurs, de par justement des biais sectoriels que je viens d'invoquer, on est short un certain nombre de secteurs, que ce soit les banques, que ce soit éventuellement les utilities, le pétrole, les télécommunications. Or, on le sait tous, je ne peux pas, à part novembre l'a montré, il se peut de temps en temps que ces secteurs commence un certain rebond et donc je ne veux pas être alors à ce moment-là être short ces secteurs-là. Donc aujourd'hui, si je trouvais qu'il faut réduire le risque action, ce serait plutôt par une vente des actions et donc les 71% diminueraient alors. Mais a priori, pour l'instant, je suis moins dans un scénario de couverture par des futurs, sauf s'il y avait un risque à court terme bien identifié majeur. Donc, sauf l'année dernière où effectivement j'ai à nouveau utilisé ces couvertures parce que justement la situation était particulière, mais les années d'avant, je n'avais plus utilisé les couvertures que par rapport à certains risques spécifiques avant le Brexit et avant les élections françaises. Et j'avais bien dit que ces couvertures ne sont plus dans le portefeuille de manière structurelle, c'est plutôt par rapport à des risques à court terme. Mais encore une fois, le mismatch entre secteurs aujourd'hui me paraît quand même assez important et surtout dans un environnement où on ne peut pas exclure que le style value continue à surperformer. Merci Guy. Y a-t-il d'autres questions? Donc, vous pouvez toujours poser vos questions à droite en bas si vous en avez une. Sinon, vous pouvez toujours envoyer un mail à votre responsable commercial et on reviendra vers vous. Je propose peut-être d'attendre encore 2-3 minutes. Sinon, il y a une autre question par rapport à la présentation. Si vous la recevez par mail, donc on a décidé cette fois-ci de ne pas vous envoyer la présentation par mail. Par contre, la présentation, le discours de Guy a été enregistré. Donc, on vous enverra l'enregistrement avec un petit recap par mail dans les prochains jours. Je vois pas d'autres questions. Donc, Guy, merci beaucoup pour Merci. ton temps, pour ta présentation, pour ce discours très intéressant. Voilà, espérons pouvoir en refaire un d'ici quelques mois. Entre-temps, n'hésitez pas à poser des questions, à nous contacter si nécessaire. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt. Bonne journée. Merci.